Dans la vidéo précédente, on a vu ce que sont les troubles neurologiques et pourquoi ils sont à l'origine des douleurs chroniques que j'ai au dos depuis maintenant 13 ans. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la regarder avant de poursuivre cette vidéo. Si vous avez des douleurs neuropathiques, cette vidéo vous concerne à 100%, et même si c'est pas votre cas, elle peut quand même vous être utile parce qu'en fait, les troubles neurologiques agissent comme un amplificateur de tout ce qui va pas dans notre hygiène de vie ou notre manière de faire du sport. Donc en fait, les causes et les solutions sont globalement les mêmes pour tout le monde. C'est juste que quand tu as des troubles neurologiques, tout est amplifié et tout est beaucoup plus visible. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 4 principaux piliers qui améliorent ou empirent les douleurs neuropathiques: l'hygiène de vie, le sport, la musculation et le relâchement. Les douleurs neuropathiques et plus généralement notre perception de la douleur dépendent en grande partie de l'hygiène de vie. Comme le résume très bien mon kiné Antoine aka Sigeiger si vous avez vu la première vidéo, 70% des troubles neurologiques sont liés à la gestion de l'énergie. Autrement dit, plus tu es fatigué, plus tu as de chances d'avoir des douleurs neuropathiques. Du coup, les troubles neuro sont liés à tous les classiques de l'hygiène de vie, que ce soit le stress, la charge mentale et cognitive, l'alimentation, l'alcool, le degré de sédentarité, et surtout le sommeil qui est absolument capital. Finalement, c'est valable pour tout le monde. Si on a une mauvaise hygiène de vie, on le paye toujours physiquement. Mais la différence quand t'as des troubles neuro, c'est que tout est complètement exacerbé de manière complètement abusive. Par exemple, quelqu'un qui dort 6 heures, si il serait un peu fatigué, mais si c'est juste une nuit, tout ira bien. Si moi je dors 6 heures, je me réveille le dos bloqué. Si quelqu'un passe trop de temps assis, il va avoir besoin de se dégourdir. Et bah moi je vais avoir mal au dos. Bref, l'hygiène de vie c'est super important, donc j'essaye d'être carré là-dessus. Je fais rien de révolutionnaire, hein, c'est juste tous les classiques, mais dans la pratique ça fait une énorme différence. Bien manger, dormir entre 8 et 10 heures par nuit, dans le noir, à heure fixe, éviter la caféine après 14 heures, bien boire entre 3 et 7 litres suivant la quantité de sport que je fais et s'il fait chaud ou non, et apprendre à me détendre avec des activités calmes comme aller au cinéma, voir des séries, etc. Bien sûr, tout s'est pas mis en place du jour au lendemain. Par exemple, pour la gestion du stress, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'étais plutôt du genre très impulsif quand j'étais jeune, c'est pour ça qu'on m'appelait la tornade blonde ou l'excité des bacs à sable. Je sais, c'est très gang comme surnom. Mais voilà, maintenant je suis nettement plus posé, j'ai appris à gérer la charge mentale, à ne pas être stressé ou anxieux, même si évidemment c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais revenons-en à notre sujet initial, les troubles neuro. D'après mon expérience et les témoignages que j'ai recueillis, il y a 3 choses auxquelles il faut vraiment faire gaffe quand on a des troubles neuro, c'est l'alcool, les calories et la sédentarité. Déjà l'alcool, moi je bois que très rarement, uniquement si ça me fait vraiment plaisir de prendre un verre, mais des témoignages que j'ai eus, dès que tu te mets une grosse cuite, le lendemain t'as une flambée de douleurs neuropathiques garantie, donc faut faire gaffe. Ensuite, les calories. Parce que comme on l'a dit précédemment, les troubles neurologiques dépendent des niveaux d'énergie que tu as. Donc logiquement, les flambées de douleur sont assez fréquentes chez les personnes qui sont chroniquement en déficit calorique, par exemple parce qu'elles essayent de perdre du poids ou parce qu'elles mangent pas assez au vu de la quantité de sport qu'elles font. Du coup, je fais très gaffe à ça, parce que l'idée c'est pas juste de manger des bons aliments, c'est aussi de manger assez, et vu que je brûle 4000 calories par jour, faut faire gaffe à ça. Ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, tranquille, hein, tu manges 14 pots de beurre de cacahuète par semaine et ça se fait en détente. Je fais aussi super attention au timing, parce que si tu manges pas assez pendant les séances ou juste après, tu peux te retrouver à multiplier les mini-hypoglycémies, et ça, le système nerveux, il aime pas. Et enfin, la sédentarité. J'ai commencé à beaucoup souffrir de la sédentarité en prépa, parce que j'ai de 6h45 à minuit, tous les jours, je passais mon temps assis à étudier, et quand ta grosse activité physique de la journée, c'est la colle de maths que tu passes au tableau, là, tu sais que t'es dans la sauce. Donc quand j'ai compris que le manque de mouvement et la sédentarité impactaient aussi négativement mon dos, j'ai commencé à y faire gaffe, et ça c'est valable en particulier pour les gens qui sont étudiants ou qui travaillent toute la journée derrière un ordi. On a vu que mes troubles neurologiques dépendent de mon hygiène de vie, donc forcément l'absence de sport et la sédentarité, c'est l'enfer pour moi, ça me provoque juste des flambées de douleurs neuropathiques et d'inconfort, alors que je suis juste assis sur une chaise. Bref, c'est impératif que je fasse du sport, ou au moins que je bouge beaucoup. Mais on a également vu que mes troubles neurologiques dépendent de mes niveaux d'énergie, donc quand tu t'entraînes 15 à 18 fois par semaine sur 3 sports plus la musculation, bah t'es fatigué et c'est pas l'idéal non plus. En fait, l'idéal, ce serait probablement que je fasse du sport santé. Par exemple, 40 minutes de cardio et 30 minutes de musculation tous les jours, je me dis que ça peut faire l'affaire. C'est easy, pas de prise de tête, j'ai pas besoin de toujours augmenter le volume ou l'intensité, juste je bouge beaucoup, je suis en bonne santé et ça me permet de construire des capacités physiques suffisantes pour absorber les imprévus de la vie. Comme par exemple porter les sacs de 20 kilos du beau-père dans le BTB. Mais en l'occurrence, c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi une vie d'athlète avec volume élevé, intensité élevée et besoin de surcharge constante pour progresser. Je sais que c'est clairement pas le plus optimal pour mon système nerveux, mais je suis en paix avec ça, c'est assumé. J'essaie juste de le gérer le plus intelligemment possible, et pour comprendre comment gérer intelligemment notre santé, bah faut comprendre comment fonctionne notre santé. Notre santé à tous, c'est un bol. Et la taille du bol, c'est la quantité de stress qu'on peut accumuler.
que ça soit manque de sommeil, anxiété, quantité de sport qu'on fait. Et dès que le vase déborde, bah là on est dans la sauce, parce qu'on se blesse, on tombe malade, ou on craque d'une manière ou d'une autre. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Pour éviter que le bol déborde, on peut enlever du stress en améliorant notre hygiène de vie. Par exemple, on dort bien, on mange mieux et assez, ou on gère bien notre stress mental. Et on évite d'abuser sur la quantité de sport pour éviter que le vase déborde. Hop, le petit marathon à 100%, le petit trail de 170 km, le petit Ironman 70.3. Jusqu'ici, c'est la base. Le problème quand t'as des troubles neuro, c'est que les choses sont un peu plus compliquées. Pour une personne normale, ça donne « Ah, j'ai pas très bien dormi cette nuit ». Pour une personne avec des gros troubles neuro, ça donne « Ah, j'ai pas très bien dormi cette nuit ». Et ça, c'est valable pour quasiment tous les stress de la vie ou toutes les séances inconfortables pour le système nerveux, parce que les troubles neuro, ils font qu'exacerber tous les stress imprévus de la vie, et comme la vie est imprévisible, c'est le bol tout le temps. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je trouve qu'il y a trop de variables pour qu'un programme figé prenne tout en compte. Par le passé, j'ai essayé toutes les programmations possibles, toutes les approches, même les plus progressives, et à chaque fois, je finissais par avoir le dos bloqué. Donc cette année, j'ai complètement changé d'approche, et j'ai décidé d'adopter une approche dite écologique. Ça n'a rien à voir avec le lifestyle de Marine Bordelais, c'est juste que je m'entraîne en fonction de mon ressenti réel du jour ou du moment de la journée. Et l'entraînement écologique, c'est comme ça qu'on appelle ça en sens de l'entraînement. J'ai plusieurs vidéos qui arrivent à ce sujet, mais retenez juste que je m'entraîne en fonction de mon ressenti, et pas d'un nombre de kilomètres ou d'une intensité définie en avance. Tout en évitant que ce soit full impro ou déstructuré. Bref, arrêtez d'insister, ça arrive très bientôt. Donc ouais, c'est relou parce que les troubles neuro font que notre bol peut se remplir beaucoup plus rapidement. Ah bah ouais, parce que le bol peut aussi rétrécir, on en a parlé dans la première vidéo, mais quand le système nerveux se sent en danger, il va verrouiller, tu vas avoir des douleurs, mini-contractures, musculaires, voire de l'inflammation, t'as le dos bloqué, et voilà, c'est bon, là tu peux plus rien faire, tu peux pas t'entraîner autant, et tes capacités physiques sont d'un coup diminuées. Le bol est donc plus petit. Ah mais attends, si le bol peut rétrécir, il peut aussi augmenter. Bah oui, carrément, c'est le principe de l'entraînement, de la surcharge progressive pour habituer son corps à petit être capable d'encaisser plus de stress. C'est pas un concours, hein, mais... ça c'est un bol quoi. Donc qu'est-ce que je fais pour augmenter la taille de mon bol? Et comme tout le monde, j'augmente petit à petit la charge en triathlon. La progression elle se voit pas forcément semaine après semaine vu que ma santé est assez irrégulière, mais elle se voit mois après mois. En revanche, le truc qui a été absolument décisif dans mon parcours pour justement augmenter la taille de mon bol, augmenter les capacités de mon dos et me reprendre confiance sur mes capacités physiques, ça a vraiment été la musculation. Dans mon approche, la musculation c'est ultra important, c'est vraiment la base des bases, mais je suis passé par plusieurs approches à mesure que mes connaissances ont évolué à ce sujet. De mes 12 à 20 ans, j'étais constamment blessé partout. Puis à 20 ans, j'ai commencé la musculation grâce à mon super pote Lucien, qui était alors en formation pour devenir coach. Pendant 2 ans, il m'a fait une programmation super quali, d'abord avec élastique et halter, puis à la salle. J'ai tout de suite vu une diminution de mes blessures et une augmentation de mes performances au foot, donc j'ai continué. Et ça a été la première phase d'amélioration pour mon dos et aussi pour le reste de mon corps. Petit à petit, j'ai pris mon indépendance dans la programmation, et il y a eu ensuite d'autres phases qui m'ont permis d'augmenter les capacités de mon dos. Déjà à 22 ans, j'ai eu ma petite période fanboy de Knees Over Toes Guy, qui est un coach sportif américain qui promeut tout un tas d'exercices à faire dans des grandes amplitudes, des exercices de musculation. Ça a été un tournant décisif pour moi parce que j'avais pas conscience à ce moment-là que, à cause de tous mes antécédents de blessures, de la peur, du mouvement et de la douleur, que en fait j'avais perdu énormément de mobilité au dos et aussi énormément de force dans des amplitudes plus importantes. Des amplitudes dont j'avais besoin pour le foot ou au quotidien. Dans ces exercices en amplitude maximale, il y en avait pour tout le corps, mais il y en avait aussi beaucoup qui ciblaient le dos. Pour un lombaire, dos enroulé, sur les côtés, cité de Good Morning, Jefferson Curl, etc. Ajoutez à cela que je me suis mis à la force athlétique grâce aux initiations de Lucien, j'ai commencé à avoir un bon niveau en squat et au soulevé de terre, et un dos bien solide. Mais au-delà du dos, les exos en grande amplitude m'ont permis de faire de grands progrès au niveau des chevilles, des genoux, des hanches et globalement partout, ce qui m'a permis de bouger de manière plus fluide et d'avoir moins de compensation foireuse au dos, et ça a en gros entériné la fin de mes blessures. En 2023, au temps de mes 23 ans, j'ai eu ma petite phase aspirant kiné. J'ai commencé à avoir des connaissances plus fines en anatomie, à apprendre les tests de kiné ou les tests de force, et plus généralement à m'auto-évaluer bien mieux qu'auparavant. Ces derniers temps, j'avais développé de bonnes capacités musculaires, mais j'avais de très grosses asymétries. Donc j'ai fait énormément de musculation unilatérale pour me rééquilibrer entre la gauche et la droite, et là encore, ça m'a permis de mieux bouger, d'avoir plus de facilité dans mes mouvements, et donc plus de marge pour mon dos. Et depuis fin 2024, je bosse avec Antoine, d'abord en tant que kiné et maintenant en tant que préparateur physique. On met énormément l'accent sur la prépa physique, à un niveau très inhabituel pour un triathlète. Mais j'y crois à fond, les résultats sont là, et donc je prépare pas mal de vidéos à ce sujet pour vous expliquer en détail notre approche. Vous le verrez dans les prochaines vidéos, mais il y a justement une partie de cette prépa physique que je fais qui vise à me permettre d'être plus relâché quand je fais du triathlon.
Car oui, d'après mon expérience ou les témoignages que j'ai recueillis, un grand classique chez les personnes qui souffrent de troubles neuro, c'est cette incapacité à se relâcher. Le système nerveux reste bloqué en mode alerte, il lâche pas prise, les muscles se dérouillent, la douleur s'installe et s'amplifie. Quand je suis dans une phase douloureuse, des gestes ultra simples deviennent presque impossibles. Arrondir le dos pour me coller au dossier d'une chaise, ou enrouler correctement la colonne sur un Jefferson Curl, tout devient raide, figé. Dans le sport, ça se traduit par une crispation permanente et un manque de fluidité, parce que t'as plus de tension musculaire, t'as plus de douleur, et donc t'as moins de performance. À vélo, c'est mon énorme problème, je suis jamais relâché. J'ai un inconfort diffus constant, je bouge sans arrêt, et si j'insiste, l'inconfort se transforme en douleur dans le dos, puis dans la fesse, puis dans la jambe, et puis je finis par perdre en force. Pour pratiquer son sport avec moins de douleur et plus de relâchement, il y a des outils spécifiques, mais là c'est plus technique, donc je garde ça pour une prochaine vidéo. Là je vais plutôt me concentrer sur tout ce qui est de l'ordre plus structurel, ce qui permet en général d'être plus relâché dans son sport, mais aussi dans la vie au quotidien. Donc oui, réussir à se relâcher, même quand le système nerveux ne coopère pas, c'est super important. À court terme, plein de choses sont possibles pour se relâcher, que ce soit de la musique calme, des bains chauds, ou n'importe quelle méthode qui sont en gros des mélanges de respiration et de méditation, comme la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, etc. Il existe plein de solutions, chacun prend celle qui lui convient, même faire l'amour, hein, très sous-coté pour le relâchement, mais tout ça, c'est du court terme. La crispation liée au trouble neurologique, elle va revenir, et c'est pas les pains chauds qui vont te permettre de tenir 6 heures en position aéro sur un vélo. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière structurelle pour se relâcher? Le plus évident, c'est de s'entraîner à son sport ou en musculation, pour qu'un même effort devienne plus facile et donc moins crispant. Tu veux être plus détendu en vélo? Bah tu t'entraînes à faire du vélo. Bon, ça c'est le plus évident. Mais il y a 6 autres points qui m'ont beaucoup aidé et que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt, et c'est ça qu'on va voir. Solution 1, réguler le système nerveux. Quand on s'entraîne beaucoup et qu'on cumule plein d'activités à côté, on peut rester en permanence en mode sympathique. C'est le mode alerte, action, tension de notre système nerveux. Le problème, c'est que le corps, il peut pas tenir ça éternellement. À un moment, il va demander à décompresser. Et quand il va le faire, ça va être brutal. Ça va être la grosse fatigue du dimanche, les douleurs, ou la dynamique d'entraînement qui s'effondre. L'objectif, c'est donc d'activer volontairement et régulièrement le système parasympathique, qui est le mode repos et récupération, avant que le corps n'actionne lui-même, ne tire lui-même le frein à main. Pour moi, ça passe par une sieste, une douche chaude, ou des exos de respiration si je suis dans le métro. N'importe, l'idée c'est de switcher. Après, chacun son truc. Par exemple, Alice Finot, notre reine française du 3 mm steeple, elle s'impose un massage par semaine pour se forcer à décompresser régulièrement. Ouais. Et j'ai besoin de redescendre, de réactiver le parasympathique, donc par des massages de détente, etc. Ouais. Et donc, j'ai appris à prendre soin de moi et à m'offrir un moment dans la semaine où je me dis, ok, là, tu détentes, tu fais un reset. Je sens la fatigue quand je sors du massage, que je sens pas nécessairement le reste du temps, mais que c'est pas normal que je la sente pas parce qu'on crée de la fatigue tout le temps. Et on dirait qu'on est tout le temps sur le sympathique, ouais. Caféine. Le deuxième levier, c'est de sortir de l'hypervigilance permanente vis-à-vis de son corps. Après mes 2 fractures vertébrales, je pensais à mon dos tout le temps. Je pensais à la douleur tout le temps. J'avais peur du moins de faux mouvements, j'étais devenu hyper rigide, donc ça m'empêchait de bouger naturellement, parce qu'on m'avait dit que le mouvement, c'était mauvais pour mon dos, et que moi je voulais juste guérir le plus vite possible. Le jour où j'ai compris que mon problème principal c'était en fait mon système nerveux qui s'était déréglé, et que le fait de faire cette hyperfixation en permanence, ça ne faisait qu'empirer les choses, j'ai commencé à ne plus m'en préoccuper autant au quotidien, et à sortir de cette hyperfixation, et franchement là, ton dos il te remercie tout de suite. Et d'ailleurs, je fais une petite digression sur l'hypervigilance parce que c'est quelque chose que j'ai fréquemment observé chez des proches qui se sont fait mal ou chez des athlètes blessés que j'ai accompagnés. Dès qu'ils ont une petite douleur, ils veulent absolument bien faire pour vite s'en débarrasser, mais bien souvent, ils finissent par être hyper focalisés sur la douleur, à se stresser, à bouger de manière pas naturelle au quotidien, ou quand ils reprennent leur sport, ils le reprennent avec beaucoup d'appréhension et de crispation. Sauf que tout ça, ça empire les choses. Après, moi, je juge pas, hein, j'étais comme ça avant, et ça arrive même aux plus grands. C'est vraiment obsessionnel. Je scanne mon corps toutes les secondes. Je dois oublier ça, mais sauf que le scan, il revient sans arrêt. La troisième chose qui m'a aidé, c'est d'être moins rigide mentalement. Je m'explique. Quand t'as des troubles neurologiques, le moins de changement d'habitude ou changement d'environnement, tu vas le ressentir beaucoup plus que les autres. Par exemple, tout le monde est un peu moins détendu chez des amis que seul en jogging sur son canapé. C'est normal. Mais dans mon cas, ça va être exacerbé. Je vais avoir des lombaires super tendus, comme si je venais de me lâcher 40 répétitions au banc à lombaire, quoi. Assez relou. De plus, quand t'as mal tout le temps et que tu payes très cher le moindre écart à ton hygiène de vie, t'y réfléchis 2 fois avant de commettre cet écart. Exemple tout bête, on m'a beaucoup reproché de quitter les soirées à minuit ou de pas être alcoolique, comme tout étudiant du 21e siècle qui se respecte. What are you gonna do? We're all people here. We're just different people. You gonna criticize me because I don't wanna go to a bar? For what? Mais au moment où les gens hésitent à prolonger la soirée de 2 heures et 2 pintes, s'ils pouvaient ressentir la manière dont leur dos serait bloqué pendant les 24 heures qui suivent, je vous assure que les gens dormiraient beaucoup plus et que la consommation d'alcool s'effondrerait significativement.
Donc voilà, faut trouver un juste milieu, parce que des fois, avoir des troubles neurologiques, c'est bien, ça t'encourage à avoir une bonne hygiène de vie, être en bonne santé, parce que sinon tu vois immédiatement les dégâts sur ta santé. Mais des fois, ça te pousse à trop vouloir tout contrôler, et à pas vouloir déroger à tes habitudes de petit vieux, donc tu deviens plus autocentré, tu te fermes des possibilités, et puis même, c'est pas très cool pour tes proches. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, dès que tu deviens trop obsessed par quelque chose. Dans un tout autre registre, travailler sur ma respiration, ça m'a également fait beaucoup de bien, parce que quand t'as mal, t'as souvent tendance à bloquer un peu ta respiration, voire à faire certains mouvements douloureux en apnée, mais ça fait qu'ajouter de la crispation. Donc j'ai fait pas mal d'efforts pour ne plus bloquer ma respiration dans des gestes du quotidien, par exemple quand je me penche pour ramasser quelque chose et que j'ai mal au dos. J'ai aussi appris à bien gérer ma respiration durant mes séances de musculation, pour éviter de me crisper inutilement, surtout quand je fais un exercice pour le dos ou que je porte des charges lourdes. Je me suis également entraîné à sentir ma respiration à 360 degrés, mon ventre, ma poitrine, mon dos, ma cage thoracique. Là encore, rien de magique, ça n'a pas éradiqué la douleur, mais c'est un petit outil supplémentaire qui m'a permis d'être plus relâché au quotidien dans mon sport. Un autre outil pour apprendre à se relâcher sur les mouvements qu'on craint, c'est le travail neurocognitif. Par travail neurocognitif, j'entends toute activité qui te permettra de te déconcentrer pour que t'aies plus ton attention focalisée sur ce qui te fait mal. C'est Antoine qui m'a montré ça, il m'a fait faire des exercices qui habituellement me crispent et me font mal, mais cette fois, Antoine détournait mon attention en utilisant des consignes imprévisibles. Résultat, mon cerveau était trop accaparé par ces consignes pour pouvoir se concentrer sur la peur de la douleur qui me crispe habituellement. Par exemple, cet exercice tout simple pour les gens qui ont mal au dos quand ils se baissent. Mon cerveau est trop focus sur la couleur de l'élastique que je dois toucher pour se crisper comme il en a l'habitude, donc ça passe nickel, même quand 5 minutes plus tôt, j'arrivais pas à me pencher en avant. Ce genre de travail, il montre au corps que les mouvements qu'il rejette habituellement, en fait, il peut les faire sans douleur. Alors peut-être que dit comme ça, ce concept vous paraît nouveau, mais en fait, vous le connaissez très bien parce que c'est le genre d'exercice que les kinés, ils utilisent tout le temps dans les rééducations pour les entorses de cheville ou les ligaments croisés par exemple. Quand tu reviens de blessure, t'as pas mal de chances d'être dans l'appréhension et que du coup la peur altère tes mouvements, et du coup les kinés, ils aiment bien détourner ta vigilance pour que tu bouges de manière plus naturelle. Quand je bossais ma proprioception pour les chevilles, pour détourner mon attention, je faisais mes exos en jouant à Temple Run ou Tetris. Why not? Et le dernier levier, le plus important je pense, c'est tout simplement de passer moins de temps dans la douleur. C'est en tout cas mon objectif depuis 1 an. J'essaye que mon système nerveux emmagasine petit à petit de moins en moins d'expériences douloureuses, qu'il fasse petit à petit machine arrière sur ce dérèglement qui le pousse à tirer la sonnette d'alarme en permanence, et qu'il associe moins à mon sport, qui est le triathlon, ou même la musculation, à quelque chose de dangereux qui mérite qu'on sonne la sonnette d'alarme. Dit comme ça paraît évident, mais en vrai c'est technique. Parce que la douleur, elle est là quasiment tout le temps, et du coup si tu l'acceptes pas, tu bascules dans l'hypervigilance et la rigidité mentale dont on a parlé tout à l'heure, et donc ça fait qu'empirer des choses. Mais d'un autre côté, si tu l'acceptes un peu trop et que tu perds espoir pour que les choses s'améliorent, tu deviens fataliste, et là c'est encore pire que tout. Donc, j'accepte que la douleur soit là, mais je mets en place tout ce qu'on a dit précédemment, et d'autres outils qu'on verra dans les prochaines vidéos, pour qu'elle soit de moins en moins là. J'accepte aussi que quand t'as des troubles neurologiques, ou même pour toute personne qui revient de blessure, c'est beaucoup de hauts et de bas. J'ai toujours alterné des très bonnes semaines où j'arrivais à enchaîner mes entraînements avec des semaines où j'ai le dos bloqué et ma dynamique d'entraînement est cassée et c'est très difficile de m'entraîner. Par exemple, durant les 2 mois avant mon Ironman de Nice, j'ai été bloqué dans un mauvais cycle parce que j'avais trop de choses à gérer hors du sport, et donc même en divisant ma charge d'entraînement par 3, j'étais chroniquement fatigué et j'avais le dos qui était bloqué tout le temps et je pouvais pas faire grand chose. Les hauts et les bas c'est normal, mais l'important c'est que les choses s'améliorent en tendance sur le long terme. Que les hauts durent plus longtemps et que les bas soient moins intenses et qu'ils durent moins longtemps. Pendant 10 ans, j'ai jamais réussi à enchaîner plus de 3 semaines sans avoir le dos bloqué et avoir ma dynamique d'entraînement complètement cassée. Mais après mes premières séances avec Antoine, j'ai eu un bon cycle d'1 mois, puis 1 mois et demi. Et là, j'ai explosé tous les records puisque de mi-août à début janvier, j'ai pu m'entraîner de manière continue. J'ai encore des douleurs au quotidien, mais j'arrive à ce qu'elles m'handicapent de moins en moins et que ces douleurs reculent dans mon sport au quotidien. Donc champagne. Et puis heureusement quand même, parce que je vais déjà en baver assez pour me qualifier au championnat du monde d'Ironman. Donc si ma santé peut s'améliorer un petit peu, moi je suis pas contre.